Bonjour, je me présente. Je suis professeur Nicolas Godbout de Polytechnique Montréal et directeur d'Intric, l'Institut transdisciplinaire d'information quantique. Et il me fait énormément plaisir de vous accueillir aujourd'hui à un webinaire. Donc aujourd'hui, nous aurons une présentation de Stéphane Virali, un webinaire qui nous dit qu'en optique, tout est quantique. Et le webinaire aura lieu aujourd'hui en français. Donc, je rappelle qu'en fait, nous avons toute une série de webinaires qui touchent l'information quantique et l'optique quantique. Certains sont déjà passés, il y en a d'autres dans le futur. Vous pouvez consulter le site web encore à technomontréal.com, si vous avez l'ancien nom, la liste d'événements sur le site Techno Montréal. Donc, on fait aussi la mention que hier, l'annonce publique a été lancée que Techno Montréal s'appelle maintenant Numana. Donc, c'était peut-être le temps pour Techno Montréal de changer de nom. Leur mandat dépassant maintenant le mandat initial du développement de grappe technologique dans le Grand Montréal. Maintenant, ils font des activités qui touchent tout le Québec, y compris, par exemple, la série de webinaires qu'on donne aujourd'hui. Et donc, après une longue réflexion, ils sont arrivés avec ce nom Numana, qui, selon l'annonce que nous avons vue hier, un nom positif, technologique et humain, qui est une annonce aussi de leur positionnement comme un catalyseur de l'écosystème technologique pour tout le Québec. Donc, fin de cette petite mention. Donc, vous pouvez consulter, comme je disais, le site web de Numana, la liste d'événements pour les autres événements de cette série de webinaires. Donc, aujourd'hui, nous accueillons Stéphane Virali, qui est, à mon avis, un expert en optique quantique. Donc, il a obtenu un doctorat de Polytechnique Montréal sous ma direction il y a maintenant 6 ans environ, et a poursuivi aussi des études postdoctorales à l'Université de Sherbrooke, toujours dans le domaine de l'information quantique. Et il est actuellement affilié à Polytechnique Montréal en tant qu'associé de recherche avec professeur Denis Seletsky. Et sur une note très personnelle, je peux dire que durant toutes ces années où on s'est côtoyés et croisés, nous avons toujours eu des discussions parfois très profondes sur la nature de l'optique quantique, tous ces mystères, et que très souvent, Stéphane arrivait avec des points de vue très éclairants. Alors, je suis personnellement très, très curieux de voir ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Avant de commencer, je vais seulement faire un dernier point. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire vos questions dans l'onglet Q&R, questions et réponses, que vous allez voir au bas de votre fenêtre, ou en anglais Q&A. Vous pouvez les écrire à tout moment, et puis nous allons poser les questions à Stéphane en fin de présentation. Donc, merci beaucoup. Et là-dessus, je cède la parole à Stéphane. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette très gentille introduction. J'avoue qu'effectivement, on a eu des discussions très intéressantes. Ce n'est pas toujours moi qui arrivais avec les explications les plus claires, mais je vais essayer aujourd'hui de faire un travail un peu pédagogique. Je voulais donc remercier Nicolas pour cette gentille introduction, mais je voulais aussi remercier Numana, je suis le premier à pouvoir le faire, pour cette invitation et pour en général la série de webinaires en optique quantique et en communication et information quantique. Parce que je pense que c'est une très bonne initiative, c'est une très belle initiative. Je pense qu'il y a des gens comme Florian et Marc qui travaillent souvent dans le noir, on n'en entend pas trop parler, mais ils font un travail phénoménal pour aider toute la communauté. Et donc, je voudrais les remercier chaleureusement pour cette invitation et pour tout le travail qu'ils font. Sur ce, je vais commencer et je vais commencer par un tour de magie. Donc, comme tout bon magicien, je vais commencer par relever mes manches et vous montrer que que mes manches sont bien relevées et que donc, ce que vous allez voir, il n'y a pas de truc extraordinaire. Je vais juste faire mon tour de magie pour vous. Donc, je vais changer de caméra.
Normalement, ça devrait fonctionner. Et ce que vous devriez voir à l'écran, c'est une source lumineuse et trois éléments de celluloïd. Donc, c'est un film plastique. Ils sont tous semi-transparents. Je peux les mettre sur ma source comme ça. Et on va discuter un peu plus de leurs propriétés optiques dans 5 minutes. Mais la première des choses que je voudrais faire, c'est je vais en mettre un comme ça sur la source lumineuse. Ça l'atténue un petit peu. Je vais en mettre un deuxième comme ça. Et là, vous vous rendez compte que ça atténue beaucoup la lumière. En fait, il n'y a quasiment plus de lumière qui passe entre la source et la caméra, donc nos yeux. Juste parce que j'ai mis ces deux petits films celluloïdes, j'ai maintenant une absence de lumière là où il y avait de la lumière avant. Je pourrais rajouter un autre celluloïde, ça ne fait pas grand-chose, la lumière est toujours aussi atténuée. Ce qui est intéressant, c'est que je peux soulever un peu le film et on obtient toujours la même chose, il n'y a pas de lumière qui passe. Je peux toujours mettre le troisième film au-dessus, il n'y a pas de lumière qui passe. Mais ce que je peux faire, et c'est là qu'intervient toute la magie de l'optique quantique, c'est que je peux venir avec mon troisième élément et passer entre les deux éléments de celluloïd, et là, la lumière passe de nouveau. Donc, je répète, je viens de rajouter un celluloïd au milieu, je viens de rajouter un élément, et de nouveau, je fais passer la lumière. Donc, si ça ne vous scotche pas sur vos fauteuils, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Donc, voilà, abracadabra, l'optique quantique dans toute sa splendeur vient de vous épater en faisant un tour de magie extraordinaire. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de rentrer dans les explications. Donc, je passe de la vidéo à share screen, voilà. À une présentation plus classique. Est-ce que, Nicolas, tu peux me dire qu'on a bien à l'écran? Oui, on voit bien l'écran, mais on n'est pas en mode présentation. Ouais, j'arrive en mode présentation. C'est bon? C'est bon. Merci. Donc, je continue sur ma lancée. Qu'est-ce que je vous ai montré lorsque j'ai pris mes petits films de celluloïd? En fait, ce sont des films polarisants. Je pense que la plupart d'entre vous s'en doutaient. Et la manière dont je peux expliquer de manière simple ce qu'est un film polarisant, c'est en faisant un petit détour par un truc un petit peu plus simple, disons. La lumière, d'abord, est une onde électromagnétique. C'est une onde électromagnétique transverse, c'est-à-dire qu'elle se propage. Je vais passer en laser. Elle se propage perpendiculairement. Elle se propage dans une direction et la direction du champ électrique, qui aussi est orthogonale à la direction de propagation. Et cette oscillation, qu'on peut voir ici sous forme d'un sinus, peut se faire dans n'importe quelle direction orthogonale à la direction de propagation. Donc, par exemple, cette flèche-là représente la direction de le champ électrique qui oscille dans la direction verticale, ceci dans la direction horizontale, diagonale, etc., etc. Ce qui se passe lorsqu'on fait passer la lumière dans un filtre polarisant comme ça, ici, c'est un filtre un peu plus complexe qui est un filtre fait de fils de métal. Ce qui se passe, c'est que si la lumière est polarisée horizontalement, les fils de métal sont en fait des électrons libres qui peuvent se propager librement le long du fil. Et donc, ce que voit la lumière, c'est l'équivalent d'un miroir, l'équivalent d'un métal, où les électrons sont capables de réagir à la présence d'un champ pour contrer la présence de ce champ et en faire une réflexion. Donc, dans la direction horizontale, le champ est réfléchi. Par contre, dans la direction verticale, les électrons ont beaucoup de mal à passer d'un fil à l'autre. En fait, s'ils sont suffisamment espacés, il faudrait vraiment beaucoup de tension pour qu'ils puissent le faire. Et donc, la lumière peut passer librement. Tout ça pour dire qu'à la fin,
le polariseur permet de prendre de la lumière non polarisée, de la lumière qui oscille dans toutes les directions, et de ne garder qu'une seule direction d'oscillation de la lumière dans le plan orthogonal. Les polariseurs que je vous ai montrés, les films Polaroid que je vous ai montrés, ne sont pas composés de fils métalliques comme ça. Ce sont des molécules à longue chaîne, des polymères, sur lesquels on met un peu d'iode, des molécules d'iode qui permettent un petit peu aux électrons de bouger, mais pas aussi bien qu'un métal. Donc, ce que ça fait, c'est que plutôt que de réfléchir la lumière dans la direction horizontale, ça l'absorbe. Mais ça revient au même, à la sortie, la seule chose qui reste, c'est une seule direction de la lumière. On appelle ça de la lumière polarisée linéairement. Et dans ce cas-ci, ce serait de la lumière polarisée linéairement à la verticale. Alors, j'ai pris ce schéma sur Wikipédia, et donc c'est un schéma Creative Commons. Et comme vous voyez ici, il y a un petit cercle là qui dit que j'ai le droit, SA là, qui dit que j'ai le droit de me modifier comme je veux. Donc, c'est ce que je vais faire dans les prochaines diapositives. La prochaine est ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé… Stéphane, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Si tu as fini avec la démonstration, peut-être tu peux remettre la caméra pour qu'on puisse te voir durant parce qu'on voit… OK. Alors oui, je vais faire ça. Parce qu'on me voit en plus. C'est horrible. Oui. Oui, on a la petite fenêtre. Et donc là, je peux faire… Oui, très bien. C'est bien comme ça? Oui, tout est bon. OK, donc là, je reviens sur ma présentation. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé ce filtre polarisant par juste un carré bleu comme ça, et puis j'ai mis un petit bâton vertical pour dire que là, ce que la lumière peut faire en passant par ce fil, c'est juste se polariser linéairement à la verticale. Donc, on parle d'une source non polarisée, et à la sortie du premier filtre, on est polarisé verticalement. On peut faire la même chose avec un filtre qui serait orienté à l'horizontale, un filtre qui serait orienté à 45 degrés, qui laisserait passer la direction diagonale. Et ce que je vous ai montré au début de l'expérience, c'est tout simplement un filtre qui polarisait la lumière verticalement, le premier filtre, et le second était mis à 90 degrés de manière à ne laisser passer que la direction horizontale. Et du coup, comme il n'y avait que de la direction verticale dans le champ, plus rien ne pouvait passer. Ensuite, ce que je vous ai montré, c'est qu'au lieu de garder juste mes deux filtres vertical et horizontal, j'ai introduit un troisième filtre qui laisse passer la lumière, mais la lumière en diagonale. Et il se trouve que, pour des raisons qu'on va expliquer dans 2 secondes, mais beaucoup de raisons très intéressantes et qui sont purement du domaine quantique, enfin, c'est ce que je dis en tout cas, il est toujours possible pour les photons qui seraient polarisés verticalement de passer dans l'état diagonal, et ensuite pour les photons qui sont dans l'état diagonal de passer dans l'état horizontal. Par contre, il n'est pas possible pour des photons qui sont polarisés verticalement de passer directement à la polarisation horizontale. Et donc, le fait d'introduire cet élément au centre fait qu'on mesure les photons à la verticale et qui peuvent se projeter sur une autre direction qui n'est pas la direction horizontale. Et par cet intermédiaire, on peut faire passer les photons et les mettre à l'horizontale. On voit que les photons changent d'état au fur et à mesure. En fait, on peut faire mieux que ça. On peut mettre des filtres qui sont de plus en plus, qui sont un tout petit peu à l'oblique par rapport au précédent, donc un tout petit peu à la verticale, mais un tout petit peu à l'horizontale, de plus en plus, de plus en plus. Et si on faisait ça, on verrait que le champ électrique peut tourner et quasiment arriver intact
à la sortie. En fait, c'est le principe de beaucoup d'écrans LCD à cristaux liquides que vous avez peut-être sur votre ordinateur, peut-être sur votre télévision. Alors, on va parler de cette expérience en détail. Cette expérience suit 3 lois qui sont des lois purement quantiques et qu'on va illustrer dans 2 secondes. Mais c'est important de voir que juste cette expérience, qui est pourtant une expérience purement classique, suit des lois qui sont en général rencontrées uniquement dans le domaine quantique. La première, c'est le principe de superposition. Et ça, on peut toujours arguer du fait que c'est quelque chose qui existait avant le quantique largement et qui n'est pas purement quantique. Mais vous ne pourrez pas me dire que la non-commutativité des observables et le fait que la mesure change l'état ne sont pas des caractéristiques purement quantiques. Donc, on va regarder tous ces points-là un par un. Le premier, c'est le principe de superposition. Donc, on va faire un petit peu plus de physique un peu plus avancée. C'est quand même pas très compliqué pour le moment. L'idée est la suivante. Vous avez un vecteur ici qui représente la direction, par exemple, du champ électrique à la verticale. Ce vecteur peut être décomposé, suivant la loi d'addition des vecteurs, comme 2 vecteurs, un à 45 degrés ici, qu'on va appeler diagonale, et un à 135 degrés, si vous voulez, ici, qu'on va appeler antidiagonale. Ces 2 vecteurs ont la propriété, puisqu'ils sont à 45 degrés par rapport à l'horizontale ou la verticale, d'avoir un ratio racine de 2 en longueur par rapport à celui-ci. Donc, ils sont racine de 2 fois plus petits que le vecteur orange ici. Je vais l'écrire comme ça. Je vais l'écrire de cette manière. Je vais l'écrire que c'est comme des vecteurs de la même longueur que le vecteur initial, orientés différemment, mais que c'est divisé par racine de 2 parce que là, il y a un facteur de longueur qui change entre mon vecteur orange et mes vrais vecteurs bleus. De la même manière, si je prends un de ces petits vecteurs bleus comme ça, je peux de nouveau le projeter et en faire une somme vectorielle de 2 vecteurs qui seraient encore une fois racine de 2 fois plus petit que celui-là. Et donc, je peux l'écrire de cette manière-là. Et là, on arrive directement en quantique parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste écrit le fait que V, l'état V, l'état de polarisation verticale, est une somme, une superposition de l'état antidiagonal, de l'état diagonal, et puis il y a un facteur de normalisation qui est racine de 2. De la même manière, l'état diagonal est une superposition de l'état vertical et de l'état horizontal, juste divisé par racine de 2. Et là, on entre dans le monde du quantique. Ça se voit parce que j'ai mis des quêtes. Vous vous souviendrez sans doute de la présentation de Bill Koich la semaine dernière. Mais j'ai mis des quêtes, c'est-à-dire ça représente des vecteurs dans un espace de Hilbert. Et on entre directement dans le domaine quantique. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ça pour le moment, mais on va y revenir. Deuxième point, non-commutativité des observables. Ce que je vous ai montré, c'est que si j'avais de la lumière polarisée verticalement, ça c'était mon premier polariseur qui faisait ça, et qu'ensuite je mettais mon polariseur horizontal, rien ne passait. Donc je pouvais rajouter un filtre par-dessus. Imaginez que cette flèche-là correspond à juste au-dessus du premier filtre. Là, c'est mon deuxième filtre. Si je rajoute mon filtre à la diagonale ici, je vais toujours rien obtenir comme lumière. Par contre, si je le mets avant, donc si je change l'ordre de mes polariseurs, là, la lumière va se mettre à passer. Et ça, c'est très important parce qu'à chaque fois que je mets un polariseur, en fait, je fais une observation. J'essaye de savoir quel est l'état de polarisation de mes photons. Et le photon réagit à cette observation, change d'état. On va le regarder dans 2 secondes. Mais ce qui est important, c'est que le fait de faire une observation d'abord diagonale, puis horizontale, ou d'abord horizontale, puis diagonale, ce n'est pas égal. Alors, ça s'écrit comme ça de manière quantique. Cette chose-là, c'est un ket-bras, puisque ça, c'est un bras, et ça, c'est un ket. Donc, d'habitude, on les met ensemble comme ça,
Donc, ça fait un bras quête, c'est pour ça qu'ils sont appelés comme ça. Mais ici, on a des quêtes bras, 2 quêtes bras. Et les quêtes bras, ça correspond à une projection, donc une mesure projective sur un état particulier. Ici, l'état horizontal, l'état diagonal. Puis en général, ça se lit de droite à gauche. Donc ici c'est d'abord l'état diagonal. On fait une projection sur l'état diagonal, puis l'état horizontal. Et ce n'est pas la même chose que de faire une projection sur l'état horizontal et ensuite l'état diagonal. Et ça, c'est purement quantique, la non-commutativité des observables. La troisième chose, c'est que observer, faire une mesure, ça change l'état. On le voit ici, on fait une mesure qu'on appelle mesure projective. On a l'état du photon ou de la lumière avant le filtre qui est bien une polarisation verticale. Et le fait d'observer, de chercher à savoir si oui ou non la lumière est verticale et diagonale ou antidiagonale, ça fait une projection et le photon peut se projeter sur l'état diagonal. Il pourrait aussi se projeter sur l'état antidiagonal, auquel cas il ne passerait pas, il serait absorbé. Mais si le photon se projette sur l'état diagonal, il passe et il a changé d'état. Donc ça, c'est aussi purement quantique. Donc là, on vient de voir 3 principes avec une expérience extrêmement simple, qui sont qu'on pourrait décrire d'habitude comme de l'optique classique, mais qui utilisent vraiment des concepts qui sont propres au quantique. Tout ça a mené 2 chercheurs de renommée mondiale, dont l'un est à Montréal, donc Bennett et Brassard, a proposé en 1984 le premier protocole de cryptographie quantique. Et on a bien appelé ça cryptographie quantique, et pourtant, ça n'utilise que des principes de l'optique classique. En gros, ça n'utilise que des polariseurs et des mesures de polarisation à la sortie. Donc, le fait que ça n'utilise que ces concepts qui sont classiques, mais qu'on appelle ça quand même la cryptographie quantique, ça veut bien dire qu'on a qu'on a compris qu'on faisait du quantique depuis très longtemps avec l'optique classique. On va y revenir dans quelques instants. Je voudrais juste vous présenter cette expérience. Donc, cette expérience consiste à essayer de faire communiquer une clé secrète entre Alice et Bob. Donc, Alice décide d'envoyer des bits, soit des 0, soit des 1, pris au hasard, à Bob. Mais l'idée, c'est que Alice choisit, à chaque fois qu'elle envoie un bit, elle choisit soit la base horizontale verticale, c'est-à-dire qu'elle polarise, elle envoie un photon en polarisation horizontale si c'est un 0 ou en polarisation verticale si c'est un 1. Et ça, c'est une fois sur deux, ou enfin, au hasard une fois sur deux. Et dans l'autre cas, elle peut choisir la base diagonale, donc diagonale pour le 1, antidiagonale pour le 0. Et elle envoie ses photons comme ça. Pour le moment, elle ne dit pas à qui que ce soit ce qu'elle a choisi comme base. Du côté de Bob, Bob choisit une base lui-même. Il choisit soit la base horizontale verticale, soit la base à 45 degrés, donc diagonale, antidiagonale. Et il fait une mesure là-dessus. Et ces 3 principes, le principe de superposition, la non-commutativité des observables et le fait que mesurer ou observer change l'état des photons, c'est ça qui assure toute la sécurité de ce protocole de cryptographie quantique. L'idée est que s'il y avait un Eve, qui en général est le eavesdropper, la personne qui essaye d'intercepter le message, elle pourrait avoir toutes les ressources qu'elle veut. Le fait qu'elle doive faire une mesure pour essayer d'obtenir une information sur la clé, fait que, puisque les mesures changent les états, on verrait un résultat sur les mesures de Bob lorsque Alice envoie certains photons. Donc, ce protocole de cryptographie quantique, en principe, avec ces ressources qu'on pourrait complètement décrire comme de l'optique classique, fonctionne et assure la sécurité des communications ou de l'envoi de la clé secrète entre Alice et Bob.
Une dernière chose qui montre que c'est quantique, et ça, c'est pour ceux qui ont suivi le webinaire de Bill Koich la semaine dernière, mais aussi, il y a eu une présentation par Nicolas, justement, au COPL il y a quelques jours. Puis, je m'excuse auprès de Nicolas, il y a beaucoup de choses, enfin, il y a un certain nombre de choses, évidemment, dont je vais discuter, qu'il a lui-même présenté avant, mais l'idée, c'est que les opticiens connaissent depuis longtemps ce qu'ils appellent la sphère de Poincaré, qui est une sphère qui représente tous les états possibles de polarisation. Il y a 6 états principaux qui correspondent aux 6 intersections de la sphère avec les 3 axes orthogonaux principaux de la 3D. Et les états sont l'état circulaire droit, polarisé circulaire droit, polarisé circulaire gauche. Et sur l'équateur, les polarisations linéaires, horizontale verticale et diagonale antidiagonale. Donc, il y a 6 points particuliers sur cette sphère, mais les états de polarisation sont en fait n'importe où sur l'état de polarisation de la lumière peut être n'importe où sur cette sphère. Et ça devrait vous rappeler quelque chose, ça devrait vous rappeler, pour ceux qui ont vu le séminaire de Bill Koich, ça devrait vous rappeler la sphère de Bloch qui représente un qubit, avec ici l'état 0, l'état 1, mais vous savez qu'un qubit, c'est quelque chose qui vit dans un espace complexe et qui peut avoir beaucoup de valeur et qui vit sur cette sphère, sphère de Bloch. Mais la sphère de Poincaré et la sphère de Bloch, c'est bien sûr, on peut les identifier complètement. Et je dirais que la sphère de Poincaré existe avant la sphère de Bloch, donc Bloch a un peu copié sur les opticiens, mais bon, c'est pas grave. En fait, la physique quantique a copié tout sur l'optique, donc c'est pas grave. En fait, c'est très bien. C'est ce que j'essaye de montrer en fait ici. La deuxième chose que je voudrais essayer de vous montrer, c'est la superposition des chemins de la lumière. Alors, on a parlé du principe de superposition jusqu'à présent dans le cadre d'un champ vectoriel, le champ électrique, qui est un vecteur et qui a une certaine orientation. Ce que je voudrais vous montrer dès maintenant, c'est qu'en réalité, il y a des principes optiques qui sont le principe de superposition des chemins de la lumière, qui sont beaucoup plus anciens et qui ont l'air beaucoup plus intéressants, à mon avis, pour les gens qui font du quantique. L'idée vient de Huygens. Donc, Huygens, c'était un physicien, un philosophe, je pense, mais un mathématicien, si vous voulez, qui, en 1687, a introduit un principe. Alors, ça devrait s'appeler le principe de Huygens, parce que c'est la manière dont on devrait prononcer Huygens proprement. Mais en fait, comme je ne sais pas vraiment le prononcer complètement en néerlandais, je préfère continuer avec Huygens pour ne pas offenser les néerlandophones de l'audience, et puis pour ne pas offenser la mémoire de Huygens aussi. Donc, l'idée est la suivante. L'idée, c'est que Huygens a dit, oui, la lumière se propage de point en point, et les fronts d'onde, ce qu'on appellera plus tard les fronts d'onde, sont constitués de points, et chacun de ces points rayonne comme une source secondaire dans toutes les directions. Et le front d'onde suivant a un petit temps delta t après le premier front d'onde, correspond à la caustique, c'est-à-dire la tangente, à tous les cercles de rayons, la distance, le temps parcouru par la lumière, et issu des points du front d'onde précédent. Donc, tous ces points-là correspondent en fait à une caustique, une tangente à tous ces cercles qui proviennent des rayons précédents. Et tous ces cercles ont exactement la même taille. Et en fait, c'est très important parce que ce principe-là, en fait, représente complètement la dualité entre ondes et particules. Le fait que les sources rayonnent, les sources secondaires rayonnent, c'est comme si on avait localisé de nouveau un photon à un endroit. C'est-à-dire, par exemple, on a mis une petite fente à un endroit et on sait que le photon est passé exactement ici. Et donc ça, c'est l'aspect particulier de la lumière, mais le fait que ce sont des ondes, que ça part dans toutes les directions, sont des ondes, c'est le principe ondulatoire, le caractère ondulatoire de la lumière.
les deux sont présents dans cette vision des choses, présentée encore une fois par Huygens à un moment donné où il y avait Newton derrière qui disait non, non, la lumière, c'est des particules. Il fallait quand même avoir beaucoup de courage pour sortir une théorie qui est aussi puissante, aussi incroyablement vraie, et qui est extrêmement profonde à cette époque-là. Donc, bravo Huygens. Et bouh Newton. Donc là, ce que je viens de vous montrer, en fait, c'est l'idée que si on a un photon, une particule qui a été bien localisée à un moment donné, en fait, elle va rayonner dans toutes les directions. Qu'est-ce que ça veut dire rayonner dans toutes les directions? Ça veut dire vraiment se propager et aller dans toutes les directions. Et on va pouvoir illustrer ça d'une manière assez célèbre. Donc, on pourrait partir de l'idée que ici, j'ai une source, par exemple un laser, puis ici, j'ai un détecteur, par exemple mon œil. Ce n'est pas une bonne idée de prendre un laser, on va prendre une torche électrique, parce que si je prends un laser et mon œil, je vais me faire gronder par les gens de la sécurité. Mais donc, l'idée, c'est j'ai une source lumineuse et puis un détecteur ici. Et puis, on dit, jusqu'à présent, on pourrait dire que la lumière se propage en ligne droite dans cette direction. En fait, on peut faire des mesures et on peut mesurer le fait qu'effectivement, la lumière a l'air de se propager en ligne droite dans cette direction parce qu'à la vitesse de la lumière. Donc, on pourrait mesurer le temps entre ça et ça, puis on se rend compte que c'est toujours la même chose. On a vraiment l'impression que la lumière se propage en ligne droite. Mais si je mets un mur, évidemment, entre mes deux sources, la lumière ne peut plus se propager. Qu'est-ce qui se passe si je mets deux petits trous à l'intérieur de mon mur? Normalement, si la lumière se propage juste en ligne droite, elle ne devrait pas pouvoir passer. Or, il se trouve qu'elle est capable de passer par ces deux petits trous. On fait cette expérience en général au cégep, je pense, ou l'équivalent. Ça s'appelle l'expérience des fentes Young. On met deux petites fentes et puis on met de la lumière cohérente qui passe et on a un écran ici. Et en fonction de la différence de longueur optique entre ces deux chemins, il y a interférence constructive ou destructive, et donc il y a de la lumière qui passe ou qui ne passe pas. Le schéma qu'on trouve, c'est quelque chose comme ça. Donc ici, on a un schéma d'interférence classique pour les fentes Young. On aurait ici au centre un maximum lumineux parce que les deux chemins ont la même longueur. Mais si par exemple on prenait un point ici, le chemin qui part d'ici et qui arrive là va être nécessairement plus long que le chemin qui part d'ici et qui arrive là. Et si les chemins finissent par se retrouver avec une différence d'une demi-longueur d'onde entre les deux, les deux longueurs de chemin, la lumière va finir par s'annuler ici et on verra une frange noire. Donc, il n'y aura pas de lumière. Et c'est effectivement ce qu'on observe. Je fais remarquer qu'on peut observer exactement la même chose en faisant l'expérience photon par photon. On peut envoyer les photons quasiment un à la fois et on va reconstruire exactement le même motif d'interférence. C'est juste qu'on va le représenter photon par photon. Donc, la manière dont il faut penser la chose, c'est que chaque photon, si on veut vraiment penser comme ça, prend les deux chemins. Et c'est ce qu'on avait vu à la page précédente où on disait qu'un photon prend tous les chemins possibles. Donc, un photon, effectivement, prend tous les chemins possibles. Et quelqu'un comme Richard Feynman, qui voit cette expérience présentée à lui à l'université pour la première fois, peut se mettre à poser des questions à son professeur et dire « Monsieur le professeur, vous venez de nous expliquer que les fentes Young, il y avait une interférence entre les deux chemins possibles. Qu'est-ce qui se passe si je mets une troisième fente ?» Alors, le professeur dit évidemment, si tu mets une troisième fente, je ne l'ai jamais fait, mais je peux garantir qu'il va y avoir interférence entre les trois chemins de la lumière et on va avoir peut-être un motif d'interférence qui est différent, mais on obtiendra toujours de l'interférence. Donc Feynman dit, monsieur le professeur, très bien, mais si je rajoute encore deux trous, le professeur s'énerve un peu, il dit, bon, je pense que quand même, vous êtes à l'université, on peut se parler entre nous. C'est simple, il y aura une interférence entre les 5 chemins possibles. Là, Feynman dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe si je mets une infinité de trous, tellement de trous qu'il n'y a plus d'écran? Et là, le professeur doit réaliser que, en fait, la lumière passe d'un point à l'autre en prenant tous les chemins possibles. Et puis là, j'ai fait une collection de chemins
Et évidemment, il y a des chemins encore plus complexes. Euh, et tous les chemins sont en superposition, sont possibles, sont pris par le photon. Et à la sortie, ce qui se passe, c'est une interférence entre tous ces chemins pour savoir si oui ou non la lumière a une chance de se trouver à un point donné. Alors, tous ces chemins, c'est une grosse différence avec ce qu'on avait vu au départ, où il y avait un chemin juste, le chemin classique entre deux points, une ligne droite. Mais l'idée est la suivante, c'est que cette ligne droite a un certain point, un certain poids, mais quand on commence à s'éloigner de cette ligne droite, on peut prendre donc on a des chemins de plus en plus longs, mais on peut prendre deux chemins très très proches l'un de l'autre, mais plus longs, et ils vont avoir tendance à s'annuler parce qu'ils ne vont pas avoir exactement la même longueur, mais comme ils sont plus longs, même si on fait une toute petite différence, ils vont donner une phase qui est différente, et donc ils vont s'annuler facilement. Donc, au fur et à mesure où on s'éloigne du chemin idéal, du chemin central, le poids statistique, quand on fait l'interférence, de ces chemins diminue. Et c'est comme si, en fait, ces chemins n'existaient pas et qu'on n'avait que le chemin, ou quasiment que le chemin classique. Mais en réalité, c'est bien cette superposition des choses. Et donc, si on met des écrans pour contraindre un peu le système, eh bien, les amplitudes les amplitudes changent et on peut obtenir un motif d'interférence. Donc maintenant, supposons que c'est très bien ça. Je viens de dire que tous les chemins ici ne contribuent pas, donc ils ne servent pas à grand-chose. Donc pourquoi est-ce que je gâche, entre guillemets, de la lumière qui explore tous les chemins plutôt que d'aller directement à ce point-là? J'aimerais que toute la lumière aille dans ce point-là. Comment est-ce que je peux faire? L'idée, c'est de faire en sorte que tous les chemins aient la même longueur optique, parce que si tous les chemins ont la même longueur optique, alors ils vont interférer constructivement, ils vont tous avoir la même phase, et ils vont tous se terminer ici. Comment est-ce qu'on peut faire? On rajoute au centre, là où le chemin est le plus court, on rajoute du verre, un matériau transparent quelconque, qui ralentit la lumière. Vous savez qu'à l'intérieur du verre, la lumière va moins vite que dans le vide. Donc, on peut ralentir beaucoup la lumière ici, ralentir un peu moins la lumière ici, ralentir de moins en moins la lumière en hauteur, comme ça. Et du coup, maintenant, tous les chemins sont en superposition et leurs phases sont les mêmes parce que la longueur du chemin en temps de la lumière est la même. Et du coup, tous les points convergent vers cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'on vient de faire là? On vient de mettre du vert comme ça. On peut le faire de manière continue. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une lentille. Et donc, la lentille qui fait une image de ce point-là vers ce point-là, c'est le principe de Feynman, les chemins de Feynman pour la lumière, et avec des bouts de verre pour ralentir la lumière et faire en sorte que l'action soit exactement la même pour tous ces chemins-là. Et donc, on peut passer allègrement de Huygens à Feynman. Donc ça, c'est le fameux diagramme de Feynman. Et ce petit truc ondulé, là, ça représente justement un photon. Et un photon, c'est tous ces chemins possibles. Et tous les chemins possibles sont intégrés. Et une intégrale qui donne ce qu'on appelle un propagateur, qui correspond à la propagation de notre photon. Mais donc, on peut le faire mathématiquement, c'est assez complexe, mais on peut le faire et on obtient un diagramme comme ça. Et c'est à partir de cette idée-là, un peu de Huygens, que Feynman est arrivé à l'électrodynamique quantique, pas tout seul, mais avec d'autres personnes. Et puis, et tout ça, ça a mené plus tard à, évidemment, la physique des particules telle qu'on la connaît aujourd'hui, la théorie quantique des champs et la théorie, en gros, qui explique tout l'univers sauf la gravité. Une petite dernière chose qui est illustrée par l'optique quantique, l'optique dite classique, c'est les nombres complexes. L'optique classique vit dans un monde complexe, et il se trouve que c'est le monde c'est le monde choisi par la mécanique quantique. L'idée pour ceux qui ne se souviendraient pas de ce que c'est qu'un nombre complexe, c'est que les nombres réels sont représentés sur une droite, donc ils représentent une dimension.
Si on veut rajouter une dimension pour se mettre dans le plan, on crée un axe orthogonal sur lequel on met des nombres imaginaires. Donc, le vecteur unitaire des réels, c'est le vecteur 1, et le vecteur unitaire des imaginaires, c'est le vecteur i. Et puis, on peut passer de 1 à i juste en faisant une rotation de 90 degrés. Donc, multiplier par i, c'est la même chose que de faire une rotation de 90 degrés. Donc, si on multiplie une fois par i, on obtient i. Et si on multiplie une deuxième fois par i, on fait une nouvelle rotation et on se trouve sur moins 1. Et donc, i carré égale moins 1. Et c'était un peu ça l'idée que cherchaient les gens qui ont créé les nombres complexes. Mais ce qui est important pour nous, c'est que ça représente le plan complexe, mais aussi, juste de manière anecdotique, il y a la sphère de Riemann qui représente l'ensemble des complexes plus l'infinité, les infinis positifs et négatifs au même point. Ça s'appelle la sphère de Riemann et ça devrait vous rappeler quelque chose et ça pourrait peut-être inspirer certaines personnes s'ils regardent longtemps ces trois sphères. C'est pour ça que je les ai mises ici et que vous pouvez en profiter quand vous verrez ma présentation sur Internet si on l'a mis en ligne. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de nombres complexes ici? C'était juste pour vous rappeler les nombres complexes. L'idée est la suivante. On va prendre de la lumière et puis on va la décomposer. Ça, vous savez qu'on peut le faire, par exemple, avec un prisme. On va la décomposer sous toutes ses couleurs, puis on va regarder ce qui se passe. On peut le faire avec un prisme ou on peut le faire avec un réseau de diffraction, ici, et puis c'est ça qu'on va choisir dans les prochaines diapositives. L'idée, c'est de prendre une impulsion extrêmement courte, telle qu'on peut les faire dans le laboratoire de Denis Seletsky à l'École Polytechnique. On prend une impulsion extrêmement courte et du coup, elle a beaucoup de couleurs et on peut la décomposer sous toutes ces couleurs. Et quand on regarde une seule couleur, eh bien, ce qu'on a, c'est un sinus. Avec une certaine fréquence, chaque fréquence correspond à une couleur, mais une fois qu'on a déterminé la fréquence, qu'on sait quelle fréquence on regarde, on a juste un sinus. Et un sinus, ça peut se définir avec deux paramètres. L'amplitude et une phase qui correspond, on va le voir exactement ce que c'est que la phase dans 2 secondes, mais donc on a deux nombres, et deux nombres, ça se représente bien évidemment comme un point sur le plan complexe, et c'est ce qu'on fait en général en optique. Donc, on prend le plan complexe, on commence par définir l'amplitude. L'amplitude, c'est juste un cercle centré sur 0, et la taille du cercle correspond à la hauteur de la petite vague ici de l'onde. Donc, plus le cercle est éloigné du centre, plus l'amplitude est grande. Et ensuite, on définit une phase. Comment est-ce qu'on fait pour définir une phase? On prend une origine des temps, complètement au hasard, on fait ce qu'on veut. On a le droit à une phase aléatoire en quantique. Donc, on prend un temps donné et on regarde la valeur de la petite vague. Cette valeur correspond à un sinus entre 0 et 2π. Et il se trouve que le cercle, justement, ici, fait 2π radians de longueur. Donc, en fonction de la valeur qu'on trouve ici, on va avoir un certain angle. Ici, l'onde rouge est un sinus, et donc on a un 1 ici à l'origine des temps, et pas à l'origine des temps, mais on choisit un temps ici, on dit que ça c'est un sinus, et puis du coup, ça c'était une mauvaise. On prend une phase et on a un point ici. Donc, on a maintenant un point dans le plan complexe, évidemment, dans le plan en 2D, et donc un nombre complexe. On peut faire exactement la même chose avec la petite onde verte et puis avec la petite onde bleue, et on obtient 3 points dans le plan complexe qui chacun représente une onde. Donc, naturellement, l'optique classique utilise les nombres complexes qui sont utilisés aussi en quantique. Et en fait, toutes ces idées-là avec les petites vagues, c'est ça qui a donné l'idée à De Broglie d'appliquer la même chose aux particules, de donner une nature ondilatoire aux particules, et c'est comme ça qu'on a commencé l'optique quantique, disons la première génération d'optique quantique. Alors là, tout ce que je vous ai montré, c'est de l'optique dite classique, mais j'espère vous avoir convaincu qu'elle était quantique. Et donc là, je vais vous parler de la seconde quantification, qui est l'optique 2 fois quantique. C'est vraiment ce qu'on appelle l'optique quantique, mais comme l'optique classique, c'est déjà quantique, l'optique quantique, c'est forcément l'optique 2 fois quantique. Donc, on part de ce schéma où on avait juste une onde. Moi, Stéphane, oui. Pour se donner un petit peu de temps pour des questions, disons dans 5 minutes, on commence.
J'ai OK, pas de problème. parfait. Ça va aller très vite à partir de maintenant. Donc, j'y suis. Euh, donc, l'onde ici est juste représentée par un point dans le plan complexe. Chacune de ces couleurs est représentée par un point. Et si on passe dans le domaine de la deuxième quantification, qu'est-ce qui se passe? Simplement, un point dans le plan complexe est remplacé par un blob, en fait une gaussienne, parce qu'il y a une incertitude purement quantique sur le nombre de photons, sur leur phase, etc. Donc sur l'amplitude ou la phase d'une onde, ici une onde cohérente. Donc ça reste un sinus, mais c'est un sinus avec beaucoup de bruit autour. On ne sait pas exactement où on est, ni en phase, ni en amplitude. On fait la même chose pour l'onde verte et pour l'onde bleue. Et donc on est passé de l'état premier quantifié, de l'optique soi-disant classique, à l'optique quantique, l'optique de la seconde quantification, juste en passant d'un point à un blob. Donc, ce n'est pas très compliqué, c'est ça la recette pour passer de l'optique classique à l'optique quantique, de la première quantification à la seconde quantification. On va partir de là. On peut faire varier le temps, comme je vous ai dit, on peut faire varier le temps auquel on choisit de regarder la valeur de notre champ électrique. Et puis, ça va tourner comme ça. En réalité, ça devrait tourner dans l'autre sens. J'avoue que là, je n'ai pas fait très fort. Bon, maintenant, la première conséquence de ça, c'est une conséquence extrêmement importante. C'est qu'ici, on a vu que un sinus devenait un sinus un peu épais, mais l'état du vide, le zéro, qui devrait être juste une ligne droite à zéro, a aussi une épaisseur. Donc ça veut dire qu'il y a des fluctuations, même du champ électrique, même quand il n'y a pas de photons, même quand on est dans l'état du vide. Donc ça, c'est une conséquence extrêmement importante de la seconde quantification, et ça a des impacts énormes en physique. On peut passer du vide quantique qu'on voit ici en bas à quelque chose qu'on voit ici en bas, en fait, à quelque chose de mieux qui est le vide comprimé. On peut comprimer le vide, c'est-à-dire comprimer l'incertitude du vide à certains moments. En échange, on est obligé d'avoir plus d'incertitude à d'autres moments. Mais si on fait le bon timing, si on utilise les moments où on a moins d'incertitude de manière judicieuse, on peut faire de la métrologie là-dessus, utiliser juste la partie qui a le moins d'incertitude. Et c'est ce qu'a fait le LIGO, l'expérience qui mesure les ondes gravitationnelles. C'est ça qu'ils ont fait pour mesurer l'état de la lumière, pour mesurer les ondes gravitationnelles et obtenir une meilleure. Donc, on peut faire une meilleure détection. Donc, on peut faire de la métrologie avec ça. La dernière chose que je voulais vous montrer, la dernière image que je vous montre, c'est un état qu'on appelle un état chat. Donc, au départ, c'est les deux blobs qu'on a vus tout à l'heure. On prend deux blobs, on les met en superposition. Chacun de ces blobs devrait représenter un sinus, mais ce sont deux sinus en opposition de phase. Donc, il y en a un qui devrait faire comme ça, et l'autre devrait faire comme ça. Ils devraient juste se croiser. Mais comme on est en quantique et qu'on a vraiment un état chat, il y a, comme vous le voyez ici, de l'interférence au milieu, et ça fait qu'il y a des valeurs du champ électrique qui sont interdites. Donc, il y a des bandes interdites à l'intérieur de la valeur du champ électrique. Donc, ça, c'est vraiment purement quantique. Et c'est sans doute la première fois que vous verrez un état chat présenté comme ça. Donc, j'espère que ça vous inspirera. Donc, on peut, à partir de la seconde quantification, faire des choses un peu plus extraordinaires que juste dire j'ai un sinus qui est un peu élargi. Voilà, sur ce, je vous remercie. C'était tout ce que j'avais à présenter et j'attends vos questions. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette très, très belle présentation. Je rappelle à tout l'auditoire que vous pouvez soumettre vos questions en appuyant sur l'onglet Q&A, question au Q&A, si vous avez la version anglaise de Zoom. Bon, je vais lancer le bal. Donc, je pense que tu présentes de façon très éloquente des similitudes entre l'optique classique, même de l'optique ancienne, et des concepts vraiment, vraiment fondamentaux d'optique quantique ou même très généraux de mécanique quantique ou d'information quantique. Pour quelqu'un qui veut rentrer dans le domaine, qui n'est pas nécessairement ni un expert d'information quantique ou d'optique,
Est-ce que, quelle serait la meilleure façon d'exploiter ces analogies? Peut-être l'exemple le plus probant, c'est en métrologie, tu en as parlé un petit peu à la fin. Euh, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut apprendre? Est-ce que ça vaut la peine d'investir à apprendre beaucoup plus d'optique avant de se lancer en information? Beaucoup, beaucoup plus, pas forcément. Donc, il y a deux parties. Il y a deux choses un peu différentes. Si tu veux faire juste de l'optique qu'on dit classique, donc ça, il y a beaucoup de gens qui sont capables d'en faire assez facilement dans des laboratoires. Tu peux acheter facilement un laser, faire quelques exemples. Euh, Tu pourrais, par exemple, de manière pas trop compliquée, t'investir et commencer à penser à la propagation euh, de l'information quantique à l'intérieur d'une fibre optique, par exemple, ou dans l'air avec des satellites ou des choses comme ça. Donc ça, je dirais que la courbe d'apprentissage devrait être relativement facile parce que beaucoup de gens sont déjà familiers avec ces concepts d'optique classique. Quand on commence à parler d'optique quantique, c'est-à-dire la seconde quantification, c'est un petit peu plus compliqué. Je dirais que là, si on n'a pas fait de quantique beaucoup dans sa vie, euh, la courbe d'apprentissage risque d'être assez importante. En fait, moi, je suis encore en plein apprentissage de toutes ces choses-là. Je ne dis pas que je comprends tout. J'espère que je, je comprends un peu, mais c'est plus compliqué. Mais ceci dit, c'est fondamental, c'est extrêmement intéressant. Et je pense que l'investissement pour un jeune qui voudrait se lancer un petit peu dans la recherche, etc., l'investissement vaut le coup parce que ce sont des domaines qui sont absolument en train d'exploser, comme ce qu'on est en train de voir là, avec Numana, par exemple. Au Québec, on va avoir beaucoup on va beaucoup insister là-dessus et je pense que c'est un bon moment pour apprendre ces concepts-là, investir le temps qu'il faut et les exploiter de manière importante dans le futur. Oui, merci. C'était un beau message. Effectivement, on sent une effervescence au Québec et puis des grandes choses qui s'en viennent par beaucoup d'entités pour tout supporter le démarrage d'activités en information quantique. Justement, pour revenir à cette partie là, de seconde quantification, qui est peut-être la partie un petit peu moins évidente, on a une question de Yasmina ici qui demande quelles sont les applications qu'on pourrait faire en utilisant l'état chat? Ou bien est-ce qu'on peut exploiter quelque chose avec la bande interdite? Euh, c'est une excellente question. Euh, le fait qu'il y ait le fait qu'il y ait justement ces bandes interdites, etc., ça représente le fait que l'État est purement quantique. Et donc, il y a effectivement des tâches qu'on peut effectuer qui sont spécifiquement quantiques et qu'on peut exploiter. Un autre exemple d'état qui serait comme ça, c'est l'état simplement d'un état à un photon, par exemple. La capacité, c'est très difficile de générer un état à un photon. Un état à un photon, ça a déjà ses bandes. En fait, si on regardait sur un oscilloscope, un peu comme ce que j'ai montré, ce n'est pas un vrai oscilloscope, mais on verrait des bandes comme ça interdites. Et le fait qu'il y ait ces bandes, ça prouve qu'il y a une ressource spécifique quantique et qu'on peut faire des tâches, effectivement, qu'on pourrait faire avec rien d'autre. Donc, on peut faire des tâches de téléportation, on peut faire des tâches qui sont purement quantiques. Et oui, on peut exploiter ce genre de choses. Dès qu'on voit ces bandes interdites, on peut se dire qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec. Oui, qui pourrait être encore une couche de plus par-dessus l'application de LIGO que tu as mentionné, où on utilise des états qui ont déjà une nature Oui, quantique oui. pour En briser. fait, il y a plein d'idées qui sortent là en ce moment. On est en train de faire une proposition avec Denis Saletsky pour Mhm. utiliser des états un peu particuliers pour faire de la lecture conditionnelle de certaines détections. Et ça permet d'améliorer le rapport signal sur bris de manière absolument fantastique. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec ces états très intéressants. OK, on avait en fait exactement la même question de Gabriel. Je pense qu'on a déjà répondu
Une question aussi de Denis qui demande s'il y a une seconde quantification équivalente qui pourrait être faite dans le temps directement. Alors, je vais me permettre de repousser la question un petit peu plus tard parce que je sais qu'il s'agit d'un domaine de recherche très pointu. Vous êtes les deux experts dans le monde sur le sujet. On peut en parler après, mais oui. On peut en parler après. Mais la réponse est oui, bien sûr. Oui, OK. Une question suivante, peut-être beaucoup plus générale. Est-ce qu'il y a un lien entre squeezed light, donc les états comprimés, et les lasers? Quel est le lien entre les deux? Oui, en fait, en général, pour faire un état comprimé, on part d'un laser. On utilise des lasers pour faire des états comprimés. L'état de vide, c'est l'état d'un laser qui n'émettrait pas, qui n'émettrait pas de photons. On utilise les lasers, on utilise des procédés des procédés d'optique non linéaire pour générer ce vide comprimé. Donc oui, il y a un lien très étroit entre les lasers. Les lasers correspondent à ces états cohérents, les états, les petites boules, les petites blobs là, que j'ai montré qui remplacent les points. Ça, ce sont vraiment les lasers. Et on utilise ces états-là pour générer à partir de l'optique non linéaire les états comprimés. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais oui, il y a un lien très, très étroit entre ces deux choses. En résumé, ce qui sort d'un laser, c'est ceux qui sont ronds là, sur le petit nuage, puis états comprimés, c'est ceux qui ont été écrasés, puis les états chauds encore plus bizarres. Qui sont Absolument. Les états comprimés restent. Il n'y a pas de rouge. Si je pense pas que je sois en train de montrer ma présentation encore, mais il n'y avait pas de bleu au milieu. Tout était rouge. Le blob était rouge et l'état comprimé était rouge. Donc ça reste gaussien, ça reste positif. C'est pas complètement. C'est intéressant, mais pas le plus intéressant. C'est quand on voit du bleu, c'est-à-dire des choses négatives dans la fonction de Wigner. Là, ça devient extrêmement plus intéressant et extrêmement quantique. Seconde quantique. OK, peut-être on pourrait prendre une dernière question. Denis Axam qui demande si on pourrait commenter sur le potentiel applicatif des capteurs quantiques à court et à moyen terme. Oui, donc on peut faire de la métrologie avec des capteurs quantiques. Il y a plein d'exemples là en ce moment, pas nécessairement que de l'optique, mais il y a des exemples de compagnies qui se lancent, qui utilisent les spins, qui utilisent les spins dans des diamants pour faire des détecteurs extrêmement fins du champ magnétique. Donc la métrologie est vraiment un endroit où on va faire des choses extraordinaires. Des gens comme Denis Seletsky vont faire des choses aussi extraordinaires dans le futur en spectroscopie. On va non seulement être capable d'améliorer la détection qu'on a aujourd'hui, par exemple de la matière de manière très, très poussée, vraiment dans des temps très, très rapides de changement de la matière, mais aussi on peut même explorer le caractère quantique de la matière en utilisant de la lumière quantique elle-même, parce que observer quelque chose de quantique dans la matière, c'est très difficile, parce que c'est des tout petits phénomènes, c'est difficile, mais l'utilisation des états quantiques de la lumière pour faire ça, c'est très prometteur. Donc, principalement la métrologie, mais donc la métrologie, on peut imaginer beaucoup de choses avec les états comprimés déjà. Et si on est capable de faire des états chats ou des états de Fock, des états juste à quelques nombres, ce sera vraiment extraordinaire pour la métrologie. OK, donc beaucoup de potentiel en métrologie. Puis effectivement, tu faisais bien de mentionner les détecteurs de champs magnétiques. On avait un webinaire justement la semaine dernière de David Roiguet sur sa start-up SB Quantum, basée au Québec, qui est justement un exemple de métrologie là, basée sur des notions de qubits dans le diamant. Donc, on peut référer à ça aussi. Dans la métrologie du temps, il va y avoir beaucoup de choses faites avec des lasers, des choses comme ça. Mm-hmm. OK, puis on avait peut-être pas comme dernière question, une petite question follow-up de Yasmina. Donc, sur des applications de ce qu'on peut faire avec les fameuses bandes interdites de l'État-chat qui ressembleraient à ce qu'on fait avec des semi-conducteurs.
Ah, à cause des bandes interdites? Ouais, est-ce qu'on parle des mêmes bandes interdites ou... C'est pas exactement les mêmes, c'est pas les mêmes bandes interdites exactement, parce que les bandes interdites des semi-conducteurs, ce sont des bandes interdites en gros d'énergie. Là, c'est des bandes interdites de valeur du champ électrique. Mais quand on commence à faire des analogies comme ça, on finit toujours par trouver quelque chose d'intéressant à faire. Et du coup, moi, là, je ne suis pas capable de penser tout de suite à quelque chose, mais je pense que c'est une bonne question à se poser. Et quand on est un bon physicien et qu'on est dans un champ de domaine, peut-être que Yasmina est dans les semi-conducteurs, l'idée de faire une analogie avec quelque chose d'autre, ça va toujours apporter quelque chose de nouveau. OK, donc en fait, Yasmina devient agent de brevet. Donc, Ah, bah, félicitations content de Yasmina. voir des profils très, très divers parmi nos participants. Ça fait vraiment plaisir de voir tous ces gens participer. Et bon, sur ça, puisqu'on arrive à l'heure de midi et que je ne vois plus de questions, ben, je vais remercier encore Stéphane Virali de nous avoir donné cette présentation aujourd'hui. Merci à tous les participants d'avoir regardé aujourd'hui et continuer à nous suivre. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.